Salut les moches, nous sommes vendredi matin, vous avez passé une nuit formidable, vous vous êtes levé du bon pied et vous êtes super motivé pour travailler sur Baudelaire en ce vendredi. Nous avons terminé hier les 3 premières questions qui nous ont permis de rentrer plus précisément dans le texte, de comprendre ce qu'il essayait d'évoquer à travers ce recueillement, ce sentiment de mal-être qu'il habitait. Et là, vous avez aujourd'hui travaillé sur les questions 4, 5, 6 et 7, et un peu plus de questions pour aujourd'hui pour me permettre de faire ensuite du vocabulaire et de ne pas tout mélanger. Vous allez voir, même s'il y a un peu plus de questions, elles ne sont pas si difficiles que ça, j'espère que vous avez réussi à vous en sortir, et au pire, ce qui compte, c'est que vous ayez fait de votre mieux pour comprendre ce qu'on essayait d'attendre de vous. Déjà, comprendre les questions, c'est déjà une victoire en soi, hein, je pense à certains. Alors je précise aussi, pour le coup, Tracy, hein, la masse floue que tu vois là, c'est moi, hein, c'est ton prof. Donc en fait, c'est pas la netteté de ton écran qu'il faut régler, c'est qu'il faut mettre tes lunettes, parce que sinon tu ne me vois pas. Hein, ça vaut peut-être mieux, d'ailleurs, tu me diras. C'est toi qui vois. En tout cas, t'entends, ça tu peux rien faire. Tu peux rien faire pour, tu peux rien faire contre, je vais y arriver. On commence super bien, j'arrive déjà pas à parler, on est au top. Question 4, petit a. Relevez la proposition subordonnée dans laquelle sont évoqués la foule et le plaisir. Bon, globalement, la deuxième strophe, on a bien compris que c'était là-dedans que ça se passait. De quelle proposition principale dépend-elle? Ah non! Une question de grammaire, comme le jour du brevet, qui fait référence à un point de grammaire super pénible qu'on a travaillé pendant plus d'un mois et demi, et qui porte sur les propositions subordonnées. Trop de la boulette, vous maîtrisez parfaitement. Regardons un peu ce qui se passe dans ce fameux quatrain. On sait bien que c'est là qu'on va nous parler de la foule, qu'on nous parle qu'allais-je dire du plaisir, pendant que des mortels, la multitude vile sous le plaisir, sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords dans la fête servile. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Tout de suite, notre œil d'expert a repéré immédiatement pendant que. Pendant que, on pense tout de suite petit que, alors oui, vous allez me dire, on pense tout de suite Benjamin, mais c'est pas la question. Ce qui m'intéresse, c'est la nature grammaticale qui va aller avec, qui a dit pendant que, dit conjonction de subordination. Conjonction de subordination qu'on retrouve toujours grâce à ce fameux petit mot, alors que, parce que, puisque, avec 2 exceptions toutefois, si et oui la licorne, merci bien. Si et comme, on est bon. Donc si pendant que introduit notre proposition subordonnée, où est placée la principale? Il y a de fortes chances qu'elle soit placée derrière. Je rappelle qu'une proposition égale normalement un verbe. Vous allez voir que là, on va prendre quelques libertés. Baudelaire va prendre quelques libertés. Pendant que des mortels, la multitude de villes sous le fouet du plaisir, ce bourreau sans merci, va cueillir des remords, dans la fête servile, j'ai mon verbe. Donc tout ça, c'est ma proposition subordonnée, conjonctive, parce qu'introduite par une conjonction de subordination. Tous mes cours me reviennent en mémoire. Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Elle est là notre principale. Les 3 premiers vers de notre strophe sont donc la proposition subordonnée conjonctive, introduite par la conjonction de subordination pendant que, alors que notre proposition principale, elle se situe après celle-ci, dans le 4e vers de notre 2e quatrain, ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Et là, vous allez me dire, ouais, mais monsieur, il y a 2 verbes dans votre principale. Alors je vais te dire, Théo, t'arrêtes, tu me laisses en placer une, tu me coupes la parole là déjà, donc laisse-moi t'expliquer. Oui, effectivement, normalement, nous ne devrions avoir qu'un seul verbe, sauf qu'ici, les 2 verbes sont mis côte à côte, mais ont la même idée et dépendent tous deux de la même proposition subordonnée conjonctive. En tout cas, sont rattachés tous deux à la même proposition subordonnée conjonctive. Je m'explique. Pendant que des mortels, la multitude de villes, autrement dit, pendant que les hommes font la fête, ma douleur, donne-moi la main. Mais ça marche aussi pour dire, pendant que les hommes font la fête, ma douleur, viens par ici. Les 2 verbes fonctionnent ensemble et sont donc regroupés. Donc nous avons une proposition principale constituée de 2 verbes. Donc 2 propositions principales, un peu chelou comme technique, mais globalement on peut considérer qu'au lieu de parler d'un seul verbe, nous parlerons d'un groupe verbal qui va englober les 2 verbes. Hein, on s'en sort un peu, la poésie si complexe, et pourtant ça relève du bon sens. Donc ça c'est fait pour la partie grammaire. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi fait-il cela? Quel est l'intérêt de positionner ma proposition subordonnée conjonctive avant et de se mettre lui-même après derrière? Eh bien, on retrouve ce qu'on avait commencé à dire hier dans cette idée d'isolement, puisqu'il place en tout premier la foule, qu'il met au premier rang, en disant pendant que les gens font n'importe quoi, qu'ils font la fête en ville, pendant que tout le monde s'amuse et fait d'un brouhaha. Ensuite, il se place derrière, et tout à la fin, effet de surprise bien ménagé, mais ma douleur, viens. Nous, on s'isole un peu de la fête, et on va tranquillement aller se promener pour aller contempler ce merveilleux coucher de soleil. Pourquoi pas? Qu'allais-je dire? Donc ça c'est bon pour le petit a. Question qui vous est posée par la suite.
Quelle remarque pouvez-vous faire sur le rythme du vers 8? Question encore très technique. Heureusement que nous sommes des professionnels de la poésie et qu'on a merveilleusement bien appris notre première séance qui portait sur les termes de la poésie. Hein, on est des machines de guerre. Regardons ce fameux vers 8. Qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. Lorsque je compte les syllabes, ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. 12. 12. Hortense? Oui, alexandrin. 12 syllabes dans mon vers, j'ai donc un alexandrin. Mais vous aurez remarqué que celui-ci est coupé en plusieurs morceaux, il est coupé en 3 parties. Ma douleur, virgule, donne-moi la main, point virgule, viens par ici, virgule encore. Le fait de couper un alexandrin en 3 parties, ce n'est pas sans vous rappeler ce que nous avons vu dans notre poly de cours, disant que ce procédé est propre au romantique, ce qu'on appelle un vers romantique. Et pourtant, je viens de vous dire, mais monsieur, on fait le symbolisme, ça n'a rien à voir avec le romantisme qui était la séance d'avant, il faut te réveiller, monsieur. Calme-toi, bien sûr, mais toutefois, il faut bien considérer que les poètes s'inspirent aussi un peu les uns les autres, et qu'on peut retrouver certains termes romantiques dans un poème symboliste, comme on pourrait d'ailleurs parfois parler un peu d'anticipation, en trouvant quelques petites touches de symbolisme dans un poète qui normalement est censé être romantique. Victor Hugo était aussi un précurseur, sur bien des poèmes d'ailleurs. Ça, c'est une autre question. Donc tout ça pour vous dire, le fait d'avoir ce vers romantique, ça peut être un intérêt, puisque ça peut nous faire comprendre que Baudelaire, justement, lorsqu'il évoque sa douleur, tente de la séduire. On retrouve ici une notion donc de romantisme dont on parlait au préalable. Il tente de l'amadouer, je trouve que le terme séduire est un peu plus à propos, puisqu'il ne va pas la prendre frontale pour l'agresser, la faire venir de force, il l'amadoue délicatement, justement pour contraster avec le brouhaha que nous avons dans le début de ce quatrain, qui est celui propre à la ville, où tout est animation, débauche, luxure, le mal, alors que la douleur en elle-même qui l'intéresse, pour aller contempler ce spectacle d'un soleil couchant, ce mal-être qui vient l'habiter, qui le met un peu en retrait, nécessite plutôt de la douceur, de la délicatesse, tout ce dont Mathéo n'est pas capable. Vous l'avez bien évidemment compris. Qu'allais-je dire d'autre? Donc le rythme du vers 8, on l'a étudié là-dessus, un vers qui est un peu saccadé, évidemment coupé en 3 parties. Quel procédé poétique est employé entre le deuxième quatrain et le premier tercet? Quels en sont les effets? Heureusement, là encore, notre côté machine de guerre nous permet de retomber sur nos pattes, puisque ce fameux vers en question nous dit « Ma douleur, donne-moi la main, viens par ici, loin d'eux ». Ah oui, le vers n'était pas fini. Il se continue sur le premier tercet, autrement dit sur le vers d'après. Cette technique-là se fait avec, alors vous ne le voyez pas parce que c'est fait avec mes jambes, mais je ne peux pas filmer mes jambes pour 2 raisons. La première, c'est que je ne suis pas épilé, la deuxième, c'est que je suis en slip. Ce qu'on a ici, c'est donc un enjambement. C'est-à-dire qu'il va aller chercher le vers suivant, il va en tout cas continuer sur le vers suivant. Donc certes enjambement, mais pas uniquement, puisque qui parle d'enjambement veut bien dire que ce petit bout qui reste sur le vers d'après, tout seul, se situe en début de vers, il est isolé, il n'appartient pas au reste du vers, un peu finalement comme... alors là, il ne faut pas que je me fasse d'ennemis, un peu comme moi, quoi, je veux dire... Moi et le reste de l'humanité, hein, en ce moment, dans un coin, un peu rejeté, toute ma jeunesse. Nous avons ici un rejet. Oui, on a bel et bien un rejet, c'est-à-dire que le terme « loin d'eux » est isolé, à la fois du reste du vers, mais en même temps du vers précédent. Alors, enjambement, mais tout de même rejeté. Ce rejet, quel intérêt a-t-il? On vient de parler de l'envie d'isolement qu'avait Baudelaire, justement, par rapport au reste de la foule. Là, c'est très bien. En fait, Baudelaire, il vit son petit confinement à lui, si vous voulez. Là, vous-même, d'ailleurs, dans ce que vous vivez, vous avez compris que depuis le début, je vous parle de vous. Hein. Le recueillement, c'est votre confinement à vous. C'est l'occasion de faire un peu le point sur votre vie, de laisser les émotions qui vous habitent, surgir à la surface et d'y être sensible. Dans la joie et la bonne humeur, hein, toujours. Donc on parle ici d'un rejet. Question numéro 5, je continue. Relever dans le premier tercet, donc 3 vers, les termes qui personnifient le souvenir. Personnification typique de Baudelaire, il en abuse et surabuse. Quelles caractéristiques le poète donne-t-il à ces fameuses figures? Alors voyons voir. Qu'est-ce que ça peut bien être, ce fameux souvenir? Eh bien, on retrouve les défuntes années, majuscule à année, le regret avec une majuscule encore souriant. Ce qui est amusant, c'est que l'évocation de ces souvenirs, même si certes ils appartiennent à un passé révolu et qu'ils doivent éveiller en lui une certaine tristesse, ne semble pas si triste que cela, puisque les défuntes années, par exemple, vont se pencher, telle une figure maternelle, qui avec tendresse va regarder un peu son bébé aimant. Ici c'est Baudelaire qui est regardé avec tendresse.
Qui plus est, ces fameuses années sont placées sur les balcons du ciel, tout en hauteur, comme si une forme de divinité qui portait sur cette humanité que nous sommes, et que le poète est en l'occurrence, un regard bienveillant. De même, l'oxymore dont nous avons parlé au préalable, regret souriant, vient bien nous faire comprendre que ce regret ne déchire pas le cœur du poète en deux, mais qu'au contraire, il vient plutôt l'égayer. Ou en tout cas lui apporter un certain réconfort. Je continue. Question numéro 6. Le poète parvient-il à trouver l'apaisement recherché, dont on parle depuis le début? Justifiez votre réponse, donc là on a bien compris, question typique du brevet. Justifier, c'est citer le texte, on développe son argumentation et ensuite on cite le texte, en vous appuyant sur les deux derniers tercets. Oh, ils sont gentils, ils nous disent où chercher. Nos deux derniers tercets, qui sont donc, loin d'eux, voient se pencher les défuntes années sur les balcons du ciel en robe surannée, surgir du fond des eaux le regret souriant. Le soleil moribond s'endormir sous une arche, et comme un long linceul traînant à l'Orient, entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. Alors là, je vais vous demander de ne pas avoir la sensibilité d'un tractopelle et de laisser votre cœur parler. Vous devez notamment sentir qu'il y a dans ces deux derniers tercets une forme d'apaisement certain. On retrouve quelque chose de très calme. Comme je le dis, le poète a retrouvé dans le paysage du couchant la douceur du vague à l'âme qui vient ici l'habiter. Et comme nous sommes des professionnels de la poésie, nous sommes capables d'analyser ces fameux vers et nous n'avons pas été insensibles à la sonorité, notamment dans le dernier tercet. Les deux derniers vers, et comme un long linceul traînant à l'Orient, entends ma chère, entends la douce nuit qui marche. On entend beaucoup de L revenir, ce qu'on appelle une liquide. Cette sonorité en L, répétition d'une même consonne, on pense tout de suite. Non, Maëlys, on pense tout de suite? Oui, on pense allitération, très bien. L'allitération en L, ici, vient évoquer comme quelque chose qui coule, comme un fleuve tranquille, le fleuve du temps, le fleuve de la mémoire, ce que vous voulez, un peu les fleuves des enfers aussi, pourriez me dire, qui vient s'écouler délicatement et apporter une forme de sérénité. Je rappelle, parmi les deux valeurs qu'on a dit en nous-mêmes, solidarité, sérénité. Au-delà de ça, toujours dans ces deux vers, un long linceul traînant à l'Orient, entends ma chère, entends. On a encore la répétition, cette fois-ci, de la sonorité en. Sonorité plutôt vocalique. Cette fois-ci, on ne parlera plus d'allitération, mais... oui, d'assonance. Très bien, on parle d'assonance. Donc, allitération en L, les assonances avec le son en qui viennent marquer une durée, une lenteur. Tout ce qui est en, c'est plutôt lent. Un petit peu en mode teubé, nous comprenons un peu l'idée. Bref, ces deux derniers vers marquent bel et bien que cette démarche faite par la nuit se passe dans la douceur, la délicatesse, la sérénité, et que le poète voit que le poète ressent face à ce spectacle qu'il voit, la sérénité tant recherchée, et une forme d'harmonie entre le vague à l'âme qu'il éprouve et ce spectacle du soleil couchant. Question numéro 7, je continue, terminons même une bonne fois pour toutes, en tout cas avec les questions, on fera le vocabulaire demain, mais là déjà on termine avec ça. Relever dans les deux derniers tercets, le champ lexical de la mort. Parce que je vous parle de repos, mais on oriente aussi votre vision, votre perception du poème sur cette notion-là. De quelle manière cette mort est-elle envisagée? Eh bien, vous avez relevé évidemment les termes comme moribond au vers 12, défunte au vers 9, linceul au vers 13. Tout ce champ lexical de la mort vient rejoindre ce qu'on disait au préalable sur cette notion de paix qui est recherchée par Baudelaire, sauf qu'ici nous parlons d'une paix éternelle et non pas d'une paix éphémère. Ça nous renvoie aussi vers cette mortalité du poète qui s'oppose à l'immortalité du spectacle ressenti, et c'est en ça que nous retrouvons les touches de lyrisme dont on avait au préalable parlé dans la séance précédente avec le romantisme, avec notamment le lac de Lamartine, ou même le poète de Hugo qu'on avait travaillé ensemble, la petitesse de l'humanité face à l'immensité de la nature. Toutefois, ce qui vient apporter cette notion symboliste, je ne dis pas symbolique, mais symboliste, dans le courant symboliste, le symbolisme, je vais y arriver, ici chez Baudelaire, c'est qu'il utilise les nombreuses personnifications, de nombreuses images pour finalement évoquer toujours ses propres sentiments, petite touche de lyrisme, mais non pas en les disant directement, en passant par le filtre d'allégories, d'images évocatrices, qui doivent nous faire comprendre ce qui est ressenti à travers cela. On rejoint un peu cette notion d'impressionnisme dont on parlait, qui par petites touches évoquait les sentiments du lyrisme. Là, cette fois-ci, ce serait la passerelle parfaite entre ce qu'on peut retrouver pour l'évocation de symboles et de poésie, avec ici Baudelaire. Toujours dans cette notion picturale, pour aller plus loin encore que le courant impressionniste, je vous ai mis en pièce jointe, à la suite du polycopier, un tableau de Gustave Moreau,
Le soir et la douleur, que vous voyez ici, que vous ne voyez rien du tout. Hein. Là, vous êtes, on dirait que c'est une photo de vacances pourries des années 60, mais en gros, c'est l'idée. Vous retrouvez l'évocation de ce que peut être vraiment le symbolisme, cette fois-ci d'une dimension picturale, puisque les choses ne sont pas évoquées clairement, elles sont faites par le biais d'images, le biais d'allégories. On retrouve un ange ici sur le côté, qui vient prendre délicatement une autre personne, qui sont finalement ni plus ni moins que le soir, incarné par les ailes, et la douleur qui vient poser délicatement sa tête sur l'épaule réconfortante du soir. Est-ce que ce n'est pas directement en lien avec notre poème ici? Bien sûr que si. Donc le courant impressionniste, je le rappelle, fonctionnait par petites tâches qui n'étaient pas évocatrices. Le symbolisme, lui, en revanche, va tenter de représenter non pas la réalité directement, ni pas les sensations en elles-mêmes, mais des symboles qui vont nous amener vers ces sentiments, vers ces sensations. J'espère avoir été relativement clair. Si ce n'est pas le cas, j'ai envie de dire bon courage. Sur ce, on se retrouve demain pour la partie vocabulaire. Moi, je vais aller me coucher parce que je commence à m'écrouler sur ces bonnes paroles. Bonne fin de journée à vous, plutôt bonne journée à vous. Résistance.